Bonjour, c'est Axel sur LC41. Donc aujourd'hui, je voulais, à la demande de plusieurs de mes abonnés, je voulais vous faire une présentation du Columbia 400. Les conditions ne sont pas idéales sur la plateforme de Pontoise, il y a beaucoup de vent, mais j'espère que le son passera. Donc le Columbia 400, je vais vous d'abord présenter un peu l'historique de l'avion. Après, je vais vous présenter les principales caractéristiques visuelles. Qu'est-ce qui distingue vraiment le Columbia 400 d'autres avions? Comment est-ce qu'on le reconnaît le plus facilement? Ensuite, on va parler un peu de sa construction avant de s'installer dans l'avion et voir comment il est fait à l'intérieur. On va parler un peu de l'avionique. On va parler du système électrique. On va parler du confort à bord. Et puis, je vais vous parler de comment se pilote le Columbia 400, qu'est-ce qu'on ressent réellement aux commandes lorsqu'on est en l'air et qu'on vole. Ensuite, on va bien entendu aborder un peu des choses qui peuvent fâcher, comme l'autonomie et la charge utile de l'avion. Voilà, c'est parti. Dans les années 1990, la NASA a lancé un programme intitulé AGAT pour Advanced General Aviation Experiments, Advanced General Aviation Transport Experiments, qui était destiné à revitaliser l'aviation générale certifiée. Dans le cadre de ce projet, ils ont utilisé un Lancer ES pour faire des tests de nouvelles avioniques. Et Lance Neubauer, le patron et fondateur de Lancer, a donc été encouragé à développer une version certifiée du Lancer ES qui devait donc, in fine, devenir le Columbia 400. Et ce fut, en fait, le Columbia 300 fut le premier avion certifié entièrement construit en composite. Avant Cirrus, si je puis me permettre. Et en fait, ça a été aussi le premier avion certifié depuis des années. Donc, ayant besoin d'une nouvelle ligne de production, Lance Neubauer a fondé la société Pacific Aviation Composites à Redmond dans l'Oregon. Redmond dans l'Oregon se trouve juste à quelques kilomètres au nord de l'aéroport de Bend, où fut l'usine de Lancer, ou plutôt l'usine de Columbia, d'où sortir toute la ligne des Columbia. Cette nouvelle usine est devenue Lancer Certified et le nouvel avion a été certifié en 1997 sous le nom de LC40 pour Lancer Certified Model 40. Et il fut commercialisé sous le nom de Columbia 300. Le Columbia 300, équipé d'un moteur Continental IO 550N, détint quelque temps le titre du monomoteur à piston certifié le plus rapide du monde, avant d'être supplanté par le Columbia 400 ou LC41 550 FG. Le Columbia 400 hérite d'un certain nombre de caractéristiques visuelles du Lancer ES et du Lancer 4. Et en regardant bien, on trouve aussi des choses en commun avec les Lancers classiques, notamment les 320 et les 360. Donc la première caractéristique visuelle qui est très notable, quand on voit l'avion de face, bon, à part l'hélice 3 pales, on voit ces entrées d'air très très grosses et entièrement circulaires que l'on retrouve sur toute la gamme des Columbia. Même si celles du 400 sont plus grosses que celles du 350. Ensuite, il y a le train avant du Columbia 400 et voire aussi des Columbia 300 et 350, ainsi que du Lancer ES, donc qui a servi de modèle, et du Lancer 4. Ce train avant qui est parfaitement droit, avec une fourche qui se trouve en dessous du carénage
et que l'on retrouve aussi sur le Lancer 4, les Lancer 320 et le Lancer 360. Quand on regarde le train principal du Columbia 400, on voit qu'il a une forte ressemblance avec le train principal du Lancer ES, mais contrairement au Lancer ES, il a une chasse positive très prononcée vers l'avant, ce qui donne à l'avion de profil un aspect très particulier. Donc la chasse positive, c'est quand la jambe du train part en avant et que la roue se trouve à l'avant du point d'emplanture sur le fuselage. Donc le brassard de bord d'attaque est aussi une caractéristique que l'on retrouve sur le Lancer 400, que l'on retrouvera plus tard sur les Cirrus SR20 et SR22. Cela permet d'avoir des caractéristiques de décrochage plus favorables, ainsi que garder une autorité sur les ailerons. Sous l'empennage, on trouve une quille qui est censée améliorer la stabilité latérale de l'avion. Et on retrouve aussi ce genre de quille plus tard sur les DA40, les DA42 et le DA50. L'avion est équipé de ces caractéristiques porte-papillons qui sont pratiques pour protéger un peu les occupants de la pluie lorsqu'il y en a. Bon, là la pluie est un peu horizontale, donc on n'est pas trop protégé à l'intérieur. Mais grâce à elle, on a de très généreuses ouvertures pour entrer et sortir de l'avion. Un autre avantage, c'est qu'il y a une porte de chaque côté, donc on n'a pas besoin de rentrer par une porte pour ensuite se glisser dans le siège pilote. Ce qui est un autre avantage pour les claustrophobes. Et maintenant, il va falloir que je ferme. Le Columbia 400 a un empennage avec une gouverne de direction qui est extrêmement généreuse, ce qui aide beaucoup dans les atterrissages en vent traversier. On a une très bonne contrôle de la direction. Le Columbia 400 est équipé de volets Fowler extrêmement efficaces, car non seulement il augmente la cambrure de l'aile, mais en plus il rallonge la longueur de l'aile. Comme on voit ici, comment ça déborde lorsqu'ils sont déployés de la longueur de l'aileron. Les détracteurs du Columbia 400 lui reprochent d'être difficile à s'installer dans le siège avant. Alors je concède que c'est peut-être un peu plus acrobatique de s'installer dans le Columbia 400 que dans le Cirrus SR22. Mais l'avantage du Columbia 400, c'est la très grosse ouverture que l'on a grâce à la porte papillon. Et bien que ce soit peut-être un peu plus difficile à s'installer dans un Columbia 400 que dans un Cirrus SR22, vous allez voir qu'avec une toute petite technique, ça passe quand même assez bien. Donc la première chose que je fais, c'est de monter sur l'aile. Voilà. Puis je peux déposer mon bazar à côté. Et d'une position debout, je vais rentrer le premier pied, puis je vais prendre appui sur le chambranle de la porte avant de rentrer le second pied et me glisser dans le siège. Et me voilà donc confortablement installé dans la place du pilote de l'avion. Et pour ressortir de cette place, c'est exactement la même chose dans le sens contraire. Je prends un appui sur le chambranle là, et hop, je suis sorti. Donc contrairement à beaucoup d'autres avions, lorsqu'on manipule les portes de l'avion sur le Columbia 400,
il ne faut surtout pas claquer et surtout pas forcer quoi que ce soit. Je vais vous montrer. Quand on referme la porte, il faut impérativement que la poignée de fermeture soit sur la position ouverte. Sans quoi, il y a des ergots qui se trouvent de chaque côté de la porte, à l'avant ici et à l'arrière, qui risquent de venir couper les joints d'étanchéité et abîmer le chambranle de porte. Donc avant de refermer la porte, il faut vérifier que le mécanisme est bien sur position ouverte. Et ensuite, on va doucement refermer la porte et sans forcer du tout, s'assurer qu'elle vient assurer l'étanchéité avant de tourner la poignée et la relâcher et la porte est fermée. Donc l'une des particularités du Columbia 400, c'est qu'il y a une instrumentation qui est entièrement électrique. En d'autres termes, sur cet avion, on ne trouve pas de pompe à vide. Vous savez, les pompes à vide là, on ne sait jamais quand elles vont casser et surtout elles cassent de manière insidieuse qui sont difficiles à détecter. Donc, afin de compenser l'absence de pompe à vide et d'une deuxième source d'énergie pour les instruments gyroscopiques, il y a donc sur cet avion 2 bus électriques qui sont totalement indépendants et qui alimentent le PFD, le MFD, l'horizon de secours qui n'a pas de batterie de secours, mais qui est alimenté du bus essentiel. Donc on voit que ici on a la batterie gauche, on a la batterie droite qui allume donc chacun des 2 bus, et dès que l'un des 2 bus est mis sous tension, il y a un bus qui s'appelle le bus essentiel qui est lui aussi mis sous tension. Et le bus essentiel, il va entre autres alimenter le PFD, ce qu'on appelle l'AHRS, donc Attitude and Heading Reference System, qui fournit les données pour l'horizon artificiel du PFD. Et le Essential Bus va aussi alimenter l'horizon de secours. Donc, qui dit 2 bus électriques, dit aussi 2 alternateurs électriques, un alternateur pour chaque bus, et 2 batteries, une batterie pour chaque bus. Donc, si jamais l'un des 2 alternateurs tombait en panne, il faut pouvoir charger la deuxième batterie et alimenter le deuxième bus en courant. Et pour cela, il y a ce qui s'appelle un cross-tie qui permet donc de connecter le bus droit et le bus gauche afin que l'alternateur restant puisse alimenter les 2 bus et donc les 2 batteries. En termes d'instrumentation, nous avons donc une instrumentation Avidyne avec un PFD EX5000 et un MFD EX5000. En tant que moyen de navigation, il y a 2 GNS 430, le NAV1 et le NAV2. Donc le premier GNS 430, je l'ai fait convertir en GNS 430W. Donc il supporte le S-Bass, c'est-à-dire qu'il sait exploiter les signaux WAS
et EGNOS. Le second GNS 430, c'est le GNS 430 d'origine, qui n'est donc qui n'est pas S-Bass. Sont tous les deux, ils ont des radios 833 et tous les deux ont VOR ILS. En plus de ça, nous avons un transpondeur GTX 330 de Garmin. Ce GTX 330 a été mis à jour avec une fonctionnalité qui s'appelle Extended Switcher. Et c'est la fonctionnalité qui permet, en étant relié à un GPS S-Bass, de transmettre de la DSB. Le pilote automatique est un STEC 55X, qui est un pilote qui ma foi, marche bien, surtout en GPSS, mais il a les défauts des autopilotes analogiques lorsqu'il faut suivre une ILS avec beaucoup de vent. À partir de 2006, les Columbia ont été équipés avec une avionique intégrée G1000 ou G2000 ou NXI, avec un pilote automatique GFC 700. Donc en plus des instruments que nous voyons là, l'avion est aussi équipé d'un système d'information trafic Ryan TCAD et un Stormscope WX500, ainsi que d'un récepteur Sirius XM, mais ce dernier n'ayant aucune utilité en Europe, j'ai décidé de démonter l'antenne afin de la remplacer par une antenne GPS. Donc sur cet avion, il y a de l'oxygène et donc de l'oxygène intégré. Il y a 3 bouteilles en aluminium qui se trouvent dans l'aile droite. Et il y a un régulateur d'oxygène qui va avec et qui est commandé par un petit boîtier électronique depuis le cockpit. Et donc là, on peut vérifier la quantité d'oxygène. Et on peut voir le débit d'oxygène dans les masques et les canules. Donc cela permet de vérifier qu'il y a bien un flux d'oxygène vers les occupants. Et ça permet bien entendu de voir la quantité restante. Nous avons aussi un système de climatisation automatique, où en gros on choisit la température et en principe le système doit maintenir la température à la valeur choisie. Et quand je dis climatisation, donc il y a du chauffage, mais il y a effectivement aussi un refroidissement. Car avec les portes papillons, l'un des inconvénients des portes papillons, c'est qu'on doit les fermer avant la mise en route. On ne peut donc pas les maintenir ouvertes pendant le roulage ou au sol, afin d'avoir de l'air frais dans l'avion. Donc avant la mise en route, il faut fermer les portes. Et lorsqu'il fait chaud dehors, on cuit. Donc sur cet avion, la climatisation n'est vraiment pas un luxe, mais elle sert essentiellement au sol. Et une fois en l'air, on peut l'éteindre. Alors, sur cet avion, on peut même laisser la climatisation allumée pendant le décollage, car le compresseur est électrique, donc il ne réduit pas vraiment la puissance disponible du moteur, de la même manière qu'un compresseur qui prend sa puissance sur une poulie moteur le ferait. Donc les commandes de vol sont tubulaires, ce qui fait que il n'y a vraiment pas d'élasticité dans les commandes de vol, contrairement aux commandes de vol où ça se fait par câble. Le mini-manche en termes de force, les forces sur les mini-manches sont vraiment
très modéré. On se fait pas mal au poignet en le maniant. Il est vraiment très agréable à piloter à la main. Bien entendu, comme sur tous les avions, on maintient toujours l'avion bien compensé. Et dans le cas présent, on peut compenser aussi bien la profondeur que latéralement les ailerons afin de maintenir l'avion à plat, les ailes à plat. Et donc, notamment en IFR, c'est un avion qui se pilote vraiment avec deux doigts. Donc contrairement à d'autres avions, malgré les 310 chevaux que nous avons à l'avant, les forces qu'on a besoin d'appliquer sur les pédales, sur le palonnier, au décollage, sont relativement faibles. Bon, d'une part, il y a la gouverne de direction qui est énorme, comme vous l'avez vu. Donc, à basse vitesse, genre en montée initiale à 85 nœuds, effectivement, on met beaucoup de pieds, mais en revanche, les forces que l'on a besoin d'appliquer sur la gouverne de direction sont relativement modérées. Et sur d'autres avions beaucoup moins puissants que j'ai pu piloter, notamment le DA40, j'étais beaucoup plus fatigué du pied droit à la fin de la montée que ce n'est le cas sur cet avion-là. Donc l'avion est équipé de 2 réservoirs d'ailes d'une contenance totale d'environ 380 litres, 98 gallons US, ce qui en principe lui confère une autonomie de vol de quelque chose comme 5h45. Et donc là, je vais parler un peu de l'autonomie et de la charge utile. Et la charge utile, en fait, c'est la grosse bête noire de cet avion, malheureusement. Donc c'est un avion qui a beaucoup d'équipements. Il y a 2 turbos, il y a du dégivrage sur les ailes, avec un gros alternateur qui se trouve aussi sur le moteur. Il y a 2 batteries à l'arrière, 2 alternateurs pour les batteries, il y a la climatisation, bref, il y a l'oxygène, il y a plein d'équipements qui sont lourds, qui certes en font un avion confortable et capable, mais ça lui donne un poids vide qui est assez important et donc une charge utile qui malheureusement se retrouve un peu amputée. Donc cela dit, si on met 4 personnes de 75 kg à bord de l'avion, on peut embarquer suffisamment de carburant pour faire une navigation en IFR de 310 000 nautiques. Donc ça fait à peu près 1h50 de vol, plus un dégagement, plus les réserves IFR. Si on est seulement 2 personnes à bord, là en fait c'est beaucoup plus simple. Donc 2 personnes, on peut mettre pas mal de bagages, on met les pleins d'essence et là on peut partir pour 5 heures de navigation au niveau 200 et là on peut aller très loin. Donc ensuite, pour vous donner une petite idée du temps de parcours sur différents trajets, nous avons fait Pontoise-Roskilde, donc Copenhague au Danemark, en grosso modo 3 heures. Il nous faut grosso modo de Pontoise 2h30 pour rejoindre Montpellier. Et il nous faut, si on a la chance d'avoir une météo suffisamment bonne sur les Alpes, on peut rejoindre Porto Roche en Slovénie en 3 heures, comme nous l'avons fait cet été. Donc sous ce capot, nous trouvons un moteur de Continental, le TSIO 550C. C'est donc un moteur de 550 pouces cubes
ce qui fait environ 9 litres. Il développe donc 310 chevaux à 2600 tours minute et à une pression d'admission de 35,5. Le turbo est équipé d'une wastegate et d'un slope controller qui se trouve de ce côté-ci. Donc la wastegate et le contrôleur servent à réguler la pression que doit générer le turbo afin de maintenir la pression d'admission qui est demandée par le pilote. L'altitude critique du moteur et du système turbo, c'est 18 000 pieds, c'est-à-dire qu'en gros, on peut maintenir la puissance maxi jusqu'à 18 000 pieds. Le moteur entraîne une hélice Hartzell tripale qui fait 198 cm de diamètre et bien entendu, c'est une hélice à pas variable. Le Columbia 400 jouit d'un coffre de volume très généreux et aussi avec une grande ouverture qui permet de faire rentrer des objets volumineux. Il consiste de deux parties. La partie arrière dans laquelle j'ai un tas de fouillis. Donc j'ai de l'équipement pour l'avion, des vestes jaunes. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer les vitres, de l'huile, un entonnoir, les pads pour soulever l'avion. J'ai les amarres à fixer sur les ailes pour y attacher les cordes. Puis j'ai des housses de casque. Et ensuite, il y a la partie avant du coffre qui contient aussi pas mal de bazar. Il contient les cales de roue, les puisettes pour prendre un échantillon de carburant, une bâche pour couvrir l'avion. Il y a un escabeau indispensable pour aller vérifier l'huile. J'ai aussi la barre de traction, j'ai 2 gilets de sauvetage et un petit matelas sur lequel on peut se coucher dans l'herbe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Columbia 400. Moi je trouve que c'est un avion superbe, pas seulement parce que c'est le mien, mais aussi parce que je le trouve très agréable à piloter. Il a de très bonnes performances et il répond à mes attentes qui étaient de pouvoir voler au-dessus de la météo, la capacité de monter rapidement à travers une couche de givrage par exemple, pouvoir monter rapidement au-dessus des couches de nuages où on puisse visuellement éviter des cellules d'orage. Et puis voler confortablement au-dessus de toute turbulence. C'est tout ce que j'attendais de cet avion. Nous volons essentiellement à deux. On part avec les pleins et avec des bagages. Donc pour mes missions, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été faite dans des conditions difficiles, non pas en raison d'un mouvement social, mais à cause du vent et de la pluie. Bon, maintenant il fait beau, ça va. C'était Axel sur LC41 à Pontoise. Mettez un pouce si vous avez aimé. Faites des commentaires, surtout sur les contenus que vous souhaiteriez voir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.